Quand le médecin m'a dit que ma vision continuerait à se dégrader et que dans quelques années je pourrais devenir complètement aveugle, ce qui m'inquiétait le plus n'était pas l'obscurité, c'était la vulnérabilité. J'avais vécu 78 ans en étant un homme qui voyait tout, qui remarquait les détails, qui lisait les intentions dans les gestes les plus infimes. La perspective de perdre cette capacité m'emplissait d'une inquiétude que je n'ai confiée à personne. Et c'est précisément cette inquiétude qui m'a sauvé. Parce que, pendant que je faisais semblant de ne pas voir, pendant que je laissais Gabriella, la femme de mon fils, croire que l'obscurité m'avait déjà vaincu, je voyais tout avec une... Je m'appelle Aurelio Peraza. J'ai été ingénieur civil pendant 40 ans. J'ai construit des ponts, des viaducs, des bâtiments qui sont encore debout aujourd'hui. Quand je suis parti à la retraite, j'avais suffisamment d'économies et une maison qui valait ce que beaucoup ne gagnent pas en toute une vie. Mon fils Lucas a épousé Gabriella il y a 15 ans. Au début, elle m'a semblé être une femme énergique et intelligente. Avec le temps, j'ai découvert que cette énergie avait une destination très précise, mes affaires. Non pas sous forme de demande ni de conversation, sous forme de soustraction silencieuse, graduelle, calculée. Le genre de vol qui ne fonctionne que lorsque la victime ne peut pas ou ne veut pas voir ce qui se passe sous ses... Avant que vous continuiez à écouter cette histoire, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Nous partageons chaque semaine des histoires de personnes qui ont choisi de ne pas se laisser vaincre quand le monde croyait qu'elles n'avaient plus la capacité de répondre. Je suis Aurelio, j'ai 78 ans, et ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de comment une femme qui croyait que j'étais aveugle a découvert que voir a de nombreuses formes, et que certaines des plus puissantes ne nécessitent pas les yeux, mais l'expérience de celui qui a construit des choses toute sa vie, et sait exactement à quoi ressemblent les fissures avant que le bâtiment ne s'effondre. Ma vision a commencé à se dégrader il y a 5 ans. D'abord la lecture, puis les distances, puis les détails de l'environnement proche. J'utilisais des verres grossissants de plus en plus puissants. Je m'appuyais sur ma canne pour marcher dans la maison. J'avais du mal à distinguer les visages à plus de 3 mètres de distance. Tout cela était réel. Ce que Gabriella ne savait pas, c'est que dans l'obscurité croissante de ma vue, mes autres sens s'étaient aiguisés d'une manière qui me surprenait moi-même. J'entendais des pas que je n'aurais pas remarqués auparavant. Je détectais des mouvements périphériques avec plus de précision. Et surtout, j'avais installé en des points stratégiques de la maison une... L'idée des caméras m'a été suggérée par un collègue retraité qui avait eu des problèmes similaires avec une personne de confiance. Il m'a recommandé un système discret, haute résolution, avec audio, qui pouvait être surveillé depuis n'importe quel appareil avec des écouteurs. J'ai passé 3 semaines à les installer moi-même, profitant des matins quand Gabriella emmenait Lucas au travail et que la maison était vide. Je n'en ai parlé à personne, ni à Lucas, ni à mon autre fils qui vit dans une autre ville. C'était mon projet privé, ma façon de voir quand les yeux faisaient défaut. En tant qu'ingénieur, je comprenais parfaitement qu'un système bien conçu peut compenser les défaillances d'un autre système qui commence à se dégrader. La première chose que j'ai documentée était petite. Une pièce en argent de la vitrine qui a disparu. Je savais exactement où elle se trouvait, parce que je l'y avais mise il y a 20 ans et je l'avais touchée 100 fois. Gabriella m'a dit qu'elle l'avait déplacée pour faire le ménage et qu'elle la remettrait en place. Elle ne l'a pas remise. Ensuite, ce fut une enveloppe avec de l'argent liquide que je gardais dans le tiroir de mon bureau, ce que j'appelais mon fonds d'urgence. Puis des bijoux qui avaient appartenu à ma femme décédée. Chaque soustraction était petite.
Chacune s'accompagnait d'une explication plausible ou d'aucune explication du tout, profitant du fait qu'elle supposait que je ne pouvais pas voir. Les caméras ont tout enregistré pendant 4 mois. Gabriela agissait avec une naturelle qui, dans un autre contexte, aurait été admirable. Elle ouvrait des tiroirs, prenait des objets, les rangeait dans son sac avec la même attitude que l'on prend un verre d'eau. Dans certains enregistrements, elle se parlait à elle-même pendant qu'elle le faisait, des commentaires sur le fait que je ne servais plus à rien, que Lucas ne s'en rendrait pas compte, que le vieux ne se souvenait plus de ce qu'il avait. Ces enregistrements étaient la meilleure documentation possible, car ils incluaient à la fois l'action et l'intention déclarée à voix haute par la personne qui commettait les actes elles-mêmes. Mon avocat, quand je lui ai montré le matériel, m'a regardé avec un mélange. Je n'ai pas agi immédiatement. Ce fut la chose la plus difficile. Continuer à jouer le vieil aveugle qui ne voit rien alors que j'avais sur mon téléphone suffisamment de matériel pour engager une procédure judiciaire significative. Mais je voulais être certain d'avoir tout. Je voulais que, quand le moment viendrait, il n'y ait aucune place pour le doute ni pour le déni. Je suis ingénieur. Les ponts que j'ai construits n'avaient pas de point faible parce que je m'étais assuré qu'ils n'en avaient pas avant de les inaugurer. Cette affaire n'allait pas être différente. Alors j'ai attendu. J'ai continué à utiliser la canne. J'ai continué à demander de l'aide pour lire des étiquettes. J'ai continué à être l'Aurelio que Gabriela avait décidé que j'étais, inoffensif, dépendant, sans ressources. Lucas ne savait rien. J'en étais assez certain. Mon fils était un homme bon, bien qu'avec une tendance à ne pas voir les problèmes de son foyer jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Il aimait Gabriela, avec une loyauté qui frôlait parfois l'aveuglement volontaire. Je ne voulais pas le blesser avec ce que je découvrais, mais je ne pouvais pas non plus ignorer indéfiniment ce que les caméras montraient avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Le dilemme était réel. Protéger mon fils d'une vérité douloureuse ou me protéger moi-même d'un vol systématique qui continuerait à prendre de l'ampleur. À la fin, le choix fut simple. On peut aimer? J'ai choisi le moment avec soin. Un dimanche après-midi, quand Lucas était présent. J'ai réuni tous les deux au salon sans leur donner d'explication préalable. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai diffusé 4 extraits des enregistrements, les plus clairs, ceux qui incluaient à la fois l'action et les paroles de Gabriela. Lucas n'a pas parlé pendant les 4 extraits. Quand le dernier s'est terminé, le salon est resté dans un silence qui a duré presque 2 minutes. Gabriela a essayé de parler. Lucas lui a demandé d'attendre avec un calme dans la voix qui m'a dit qu'il traitait ce qu'il avait vu avec la même méticulosité que je lui avais toujours appris à traiter Ce que Lucas a dit après ce silence, je ne l'oublierai pas. Il m'a demandé pardon. Pas à Gabriela, à moi. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu ce qui se passait dans sa propre maison, qu'il m'avait fait défaut, qu'il aurait dû être plus attentif, qu'il était désolé. Il m'a fallu un moment pour trouver les mots parce que je ne les avais pas préparés pour ce tournant précis. Je lui ai répondu que je ne lui demandais pas de tout voir. Je lui demandais que quand quelque chose se trouverait devant lui avec toutes les preuves possibles, il choisisse la vérité plutôt que le confort. Que c'était tout ce que je pouvais lui demander. Gabriela a essayé une 2e fois de parler. Lucas lui a dit qu'il devait parler. La procédure judiciaire qui a suivi a été coordonnée par mon avocat avec une efficacité dont j'étais fier d'avoir bien choisi ce professionnel des décennies auparavant. Les enregistrements étaient des preuves de première qualité. L'inventaire que j'avais dressé des objets manquants, accompagné de photographies anciennes les montrant à leur place, complétait le tableau. Gabriela a rendu la plupart des objets qu'elle avait encore.
Ceux qui n'étaient plus là ont été compensés financièrement dans l'accord extrajudiciaire que son avocat a négocié pour éviter la procédure pénale. Je ne cherchais pas la prison. Je cherchais la restitution et la reconnaissance de ce qui s'était passé. Les deux sont arrivés, avec différents degrés d'exhaustivité, mais ils sont arrivés. Luca et Gabriella ont continué à vivre ensemble. Cela m'a surpris plus que je ne m'y attendais. Peut-être que cela n'aurait pas dû me surprendre. Les mariages aux fondations complexes ont leur propre raison de persister qu'aucun tiers ne peut vraiment comprendre. Ce qui a changé, c'est la relation de Gabriella avec moi. Les visites sont devenues peu fréquentes. Quand nous nous retrouvions, il y avait une formalité qui a remplacé à la fois la chaleur d'antan et la condescendance ultérieure. C'était une relation d'adultes qui savent exactement ce qui s'est passé et qui ont choisi de ne plus revenir sur ce terrain. Cela me semblait honnête et gérable. Plus honnête, en tout cas, que la relation précédente qui était construite sur la supposition que une chose que j'ai apprise de tout cela fut la valeur de la préparation silencieuse. Pendant les mois où je documentais, il y a eu des nuits difficiles, des moments où je voulais confronter Gabriella directement, sans caméra ni avocat, seulement avec la vérité de ce que je savais. Je me retenais non par lâcheté, mais parce que je savais qu'une confrontation sans documentation lui donnait la possibilité de tout nier. Et un déni sans preuve laisse la victime dans une pire position qu'avant la confrontation. L'ingénieur en moi savait que la structure doit être complète avant d'être chargée. Alors j'ai porté la patience pendant 4 mois, jusqu'à ce que la structure soit prête à... Ma vue a continué à se dégrader comme le médecin l'avait prédit. Aujourd'hui, j'utilise des verres très forts et dans des espaces inconnus, j'ai besoin d'aide pour me déplacer en sécurité. Mais dans ma maison, que je connais comme ma poche après 20 ans, je me déplace avec une liberté qui surprend ceux qui me rendent visite pour la première fois. Je connais chaque marche, chaque coin, chaque tiroir. J'ai des systèmes, j'ai des routines, j'ai la vie organisée d'une façon qui compense ce que le temps a emporté. Et j'ai les caméras qui sont toujours là, bien que leur fonction soit maintenant plus préventive qu'investigatrice. C'est ma façon de continuer à être un observateur dans un monde qui croit que... Avez-vous dû vous protéger de quelqu'un de proche? Quelqu'un qui faisait partie de votre cercle de confiance? Comment l'avez-vous découvert? Qu'avez-vous fait quand la certitude est arrivée? Je veux vous entendre dans les commentaires. Ces histoires sont plus courantes qu'on ne veut l'admettre parce que la trahison proche est plus difficile à nommer que la trahison d'un étranger. Il est difficile de la reconnaître, difficile d'en parler, difficile d'agir contre quelqu'un qu'on aimait ou qu'on aime encore. Mais le silence face à ce qui est incorrect n'est pas une vertu. C'est une blessure qu'on s'inflige à soi-même, déguisée en patience ou en amour. Et ni l'un ni l'autre ne mérite ce type de sacrifice quand de meilleures options sont disponibles. Ma femme Rosa est décédée il y a 9 ans. C'était la personne qui me connaissait le mieux et qui savait le mieux quand je portais quelque chose que je n'avais pas dit. Sa présence me manque dans ces moments où les décisions sont difficiles et où la fatigue se mêle au doute. Mais je sais aussi qu'elle aurait approuvé ce que j'ai fait. Rosa était pragmatique, directe, sans tolérance pour les injustices qui se déguisent en complexité. Elle aurait visionné les enregistrements sans sourciller, aurait appelé l'avocat, avec le même calme qu'elle appelait le médecin quand quelque chose n'allait pas, et aurait dit exactement ce qui était nécessaire au moment précis, sans mots superflus. Luca me rend visite seul, 1 fois par semaine, depuis que tout s'est passé. Avant, il venait plus souvent. Il y a un malaise en lui que je comprends et que je n'essaie pas de forcer à disparaître avant son temps.
Le processus pour accepter que ta femme a volé ton père et que ton père l'a documenté pendant 4 mois sans rien te dire est compliqué. Cela demande du temps. Cela demande des conversations que nous avons commencé à avoir, peu à petite dose, avec la prudence de celui qui sait que certaines choses doivent être dites, mais que dites trop vite ou trop directement, elles peuvent faire plus de mal que de bien au moment précis où elles sont prononcées. Lucas. Les matins, je les réserve pour moi. Café, radio, jardin. Le jardin a des roses que Rosa a plantées avant de mourir et que j'ai maintenues en vie avec plus d'efforts qu'un ingénieur ne devrait investir dans des fleurs. Mais les roses de Rosa sont ma façon d'honorer ce qui fut sans prétendre que rien n'a changé. Tout a changé. Elle est partie. Ma vue est partie. La relation avec Gabriella s'est brisée. Lucas est en train de reconstruire quelque chose dont il ne sait pas encore à quoi cela ressemblera. Mais les roses sont toujours là, fleurissant chaque saison avec une régularité qui me semble être la seule continuité vraie dans une vie où la continuité c'est une question qu'on m'a posée et si je regrette de ne pas avoir tout dit à Lucas avant d'avoir toutes les preuves. La réponse honnête est non. Si je le lui avais dit avant, il en aurait parlé à Gabriella. Gabriella aurait tout nié. Les caméras n'auraient pas eu le temps de recueillir suffisamment de matériel. Et le résultat aurait été une crise familiale sans résolution possible. La patience des 4 mois est ce qui a transformé un problème en solution. Je n'ai pas aimé porter ce poids seul. Mais c'était le bon poids à porter à ce moment précis. Les décisions difficiles viennent rarement dans les conditions idéales. Elles arrivent comme elles arrivent. Et l'ingénieur que j'ai été a toujours su que les problèmes non résolus ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, ils se structurent, et quand ils atteignent leur poids critique, ils s'effondrent d'une façon qui affecte tout ce qui y était connecté. Ignorer ce que Gabriella faisait n'était pas une option compatible avec ma façon de comprendre le monde. J'aurais pu la confronter informellement et espérer qu'elle s'arrête. Mais cela n'aurait fait que déplacer le problème sans le résoudre. La seule solution qui me semblait structurellement solide était celle qui impliquait des preuves, une procédure légale et un résultat qui ne pouvait pas être annulé par quelque récit alternatif que quelqu'un voudrait construire après les faits à des fins pratiques. Ainsi fut-il. Les petits-enfants de Lucas viennent au jardin certains après-midi. Ils sont 2, et ils m'appellent grand-père Aurelio, avec une naturelle qui m'émeut. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé. C'est bien ainsi. Les enfants méritent une version des adultes qui les entourent, qui ne soit pas chargée des complexités que ces adultes portent entre eux. Avec eux, je suis simplement le grand-père qui connaît les plantes et les constructions, et qui leur apprend parfois comment fonctionnent les ponts avec des bâtonnets et de la colle sur la table du jardin. Ces moments sont les plus clairs de ma semaine, les plus purs, ceux qui me rappellent que la vie a des couches, et, à 78 ans, j'ai développé une philosophie simple sur la confiance. Elle s'accorde en proportion de ce qui a été démontré et non en proportion de ce qui est espéré. La confiance anticipée, le type qu'on donne avant qu'il y ait une raison de la donner, est un luxe que les jeunes peuvent se permettre parce que le temps qu'ils ont devant eux absorbe les erreurs. Les vieux n'ont pas cette marge. Chaque déception a un coût plus élevé parce que le temps disponible pour se remettre est plus rare. Cela ne nous rend pas nécessairement plus méfiants. Cela nous rend plus prudents dans la façon dont nous confions ce qui est précieux pour nous et à qui nous le confions. Le système de caméra fonctionne toujours. Je l'ai mis à jour il y a 6 mois avec des modèles plus récents. Mon neveu, qui est technicien en informatique, m'aide à le réviser périodiquement. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est l'infrastructure de sécurité
que toute personne ayant des biens et des vulnérabilités physiques devrait avoir. Les ingénieurs savent que les systèmes bien entretenus ne tombent pas en panne. Et un système qui ne tombe pas en panne vous donne quelque chose que la peur ne peut jamais vous donner, la tranquillité de savoir que si quelque chose se passe, vous aurez ce dont vous avez besoin pour répondre efficacement. Cette tranquillité n'a pas de prix. C'est la différence entre bien dormir et vivre dans l'angoisse de celui qui sait qu'il est vulnérable, mais il y a eu un moment où j'ai envisagé de ne pas engager de procédure légale et simplement de demander à Gabriella de sortir de ma vie et de la vie de Lucas. Que je ne porterais pas plainte si elle rendait ce qu'elle avait pris et s'éloignait. L'idée a duré environ un jour. Puis j'ai compris que cette solution, bien que pratique émotionnellement, était incorrecte structurellement. Elle laissait le problème sans résolution officielle. Elle laissait Gabriella sans conséquences réelles. Et elle laissait un schéma qui pourrait se répéter avec une autre personne dans un autre contexte si personne ne lui avait appris que les actes ont un coût réel et documenté. La procédure légale n'était pas pour punir. C'était pour enregistrer que ce qui s'était passé et que Rosa aurait dit que les personnes qui font du mal sans conséquence apprennent que le mal est gratuit. Et les personnes qui apprennent cela le répètent. Elle avait cette façon de voir les choses avec une clarté que je mettais plus de temps à atteindre, mais que je finissais toujours par reconnaître comme juste. Dans ce cas, la clarté est arrivée plus tôt que d'habitude. Peut-être parce que la perte de vision m'avait forcé à développer d'autres façons de voir. Peut-être parce que 4 mois d'enregistrement sont une façon très concrète de voir les choses avec netteté. Peut-être parce qu'à 78 ans, il ne reste plus de marge pour le flou et la vie. Aujourd'hui, je me sens bien. Le médecin dit que ma vision s'est stabilisée à un niveau qui me permet de fonctionner avec les soutiens adéquats. Ma maison est organisée pour ma condition actuelle. Mes finances sont en ordre, auditées et surveillées. Mes relations sont ce qu'elles sont. Lucas en processus, les petits-enfants intacts, quelques amis de toujours qui m'appellent régulièrement. Ce n'est pas une vie spectaculaire, mais c'est la mienne, complètement la mienne, sans que personne ne mette la main sur ce qui m'appartient, sans ma connaissance et mon consentement. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas dire. Et je peux le dire avec la certitude de celui qui l'a vérifié, S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est ceci. La vulnérabilité n'a pas à être passivité. Le fait d'avoir des limitations physiques, économiques, relationnelles ne vous transforme pas automatiquement en quelqu'un sans options. Les options existent. Parfois, elles nécessitent de la créativité pour les trouver. Parfois, elles nécessitent un investissement de temps et d'énergie, mais elles sont là. Et le premier pas pour les trouver est de refuser d'accepter que la vulnérabilité que vous avez définit ce que vous pouvez faire. Les ingénieurs savent que les structures les plus résistantes ne sont pas nécessairement les plus rigides, mais celles qui sont mieux conçues pour distribuer la charge qu'elles reçoivent. Concevez votre réponse avant que Aurelio l'ingénieur est toujours debout, avec sa canne, ses caméras, ses roses dans le jardin, et la conviction que ce qui est construit avec honnêteté et défendu avec intelligence dure bien plus longtemps que ce qui a été pris sans le mériter. La vie ne m'a pas donné la version que j'imaginais quand j'étais jeune et que je construisais des ponts convaincu que tout aurait la solidité et la permanence des structures en béton et en acier. La vie m'a donné quelque chose de plus complexe, de plus irrégulier, avec des moments d'une obscurité que je n'attendais pas. Mais elle m'a aussi donné la capacité de répondre à cette obscurité d'une façon dont, quand je m'en souviens, je n'ai pas honte si vous êtes dans une situation
où vous sentez que quelqu'un profite de vos limitations, je veux que vous sachiez que les limitations ne sont pas la fin de votre capacité à agir. Ce sont une donnée du problème, pas sa conclusion. Il y a des ressources, il y a des instruments, il y a des personnes qui peuvent vous aider à trouver la façon de répondre qui soit cohérente avec qui vous êtes et ce que vous valorisez. Vous n'avez pas à tout résoudre seul, ni immédiatement. Mais vous devez commencer. Le premier pas peut être aussi petit qu'écrire une date dans un carnet ou poser une question à quelqu'un de confiance. Les ponts se construisent, fondation par fondation. Et toujours, c'est l'histoire d'Aurelio Peraza, l'ingénieur de 78 ans qui a tout vu sans que personne ne le sache. Si cette histoire vous a touché, si vous y avez trouvé quelque chose dont vous aviez besoin d'entendre, ou quelque chose que vous avez reconnu dans votre propre vie, partagez-la. Elle peut atteindre quelqu'un qui en ce moment se sent seul dans une situation qui semble sans issue. Et si vous avez votre propre histoire à raconter, les commentaires sont l'endroit. Je les lis tous. Cette chaîne existe pour les histoires des personnes que le monde préfère ne pas voir, mais qui ont des choses fondamentales à enseigner sur la dignité, l'intelligence et la force qui persistent